Ouais, la scène a des airs de science-fiction et pourtant, elle se déroule en ce moment même un peu partout. Ouais, tous les jours dans de très nombreux cabinets. Exactement. Imaginons un instant la porte d'un cabinet médical qui s'ouvre. Un patient s'installe face au bureau. D'ordinaire, c'est le moment de décrire une toux persistante, une douleur diffuse, De chercher un peu ces mots, en fait. voilà, de chercher ces mots pour expliquer ce qui ne va pas. Sauf que là, au lieu de parler, la personne pose sur le bureau une liasse de feuilles imprimées. Ah oui, le fameux pavé. C'est ça, 10 pages bien denses. Un diagnostic complet, hyper structuré, avec des hypothèses cliniques, des pourcentages de probabilité et même des suggestions d'examens complémentaires. Et tout ça généré de A à Z par une intelligence artificielle. Par ChatGPT ou un de ses cousins, ouais. Et là, il faut se représenter le silence qui tombe dans la pièce à cet instant précis. C'est un silence lourd, pesant. Très vertigineux, oui. Ce n'est pas juste un malaise poli, en fait. C'est vraiment le bruit d'une collision frontale entre deux mondes. Bah, ce silence dans le cabinet médical, c'est l'onde de choc d'un séisme invisible. Quand un professionnel de la santé se retrouve face à ce document de 10 pages, il ne regarde pas seulement du texte. Il regarde quoi, du coup? Il regarde une remise en question potentielle de son identité même. Et c'est vraiment le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui, qui s'appuie sur une synthèse très marquante. La fameuse synthèse de Gilles Besson, c'est bien ça? Tout à fait. Une synthèse rédigée à la suite d'un symposium tenu le 12 mars dernier, qui était spécifiquement consacré à l'IA en santé. D'accord. Et ce qui ressortit de ces échanges entre médecins, chercheurs et enseignants, c'est l'expression d'un vrai malaise existentiel. Le terme de spoliation intellectuelle a même été lâché. Ah oui, carrément. Spoliation, le mot est fort. Très fort. Il y a cette peur viscérale, très humaine en fin de compte, que l'IA soit en train de piller un territoire historique. Comme si des années de sacrifice étaient balayées. C'est exactement le ressenti. Comme si les nuits blanches de l'internat, la mémorisation d'encyclopédies entières d'anatomie se retrouvaient soudainement aspirées, puis recrachées par quelques lignes de code. D'accord. Décortiquons un peu tout ça. Parce que l'intensité de cette réaction, ce sentiment de vol intellectuel, ça soulève une question presque philosophique pour notre auditoire. Oui, ça va bien au-delà de la simple technologie. Pour comprendre la violence de ce choc, il faut regarder comment la médecine a construit son autorité depuis des siècles, en fait. Le socle de cette autorité, c'était la détention exclusive du savoir. Et c'est là que Jérôme Goffet et Fabrice Mulnenbach, lors de ce symposium, ont posé le problème avec une clarté redoutable. Ils demandent: le savoir appartient-il véritablement à ceux qui le détiennent? Et la réponse historique est non, n'est-ce pas? Eh bien non. Si l'on dézoome un peu, l'histoire de la médecine, c'est une très longue marche vers la démocratisation. Il fut un temps où le savoir était littéralement enfermé dans des manuscrits copiés par des moines. Totalement inaccessible aux commandes des mortels, donc. C'est ça. Puis l'imprimerie a provoqué la première grande fracture en permettant aux livres de circuler. Le médecin n'était plus le seul à pouvoir lire Hippocrate. Et ensuite, Internet est arrivé comme un accélérateur de particules massif. Exactement. La bibliothèque médicale s'est retrouvée numérisée, indexée pour tout le monde. Mais là, avec l'intelligence artificielle générative, on franchit un cap radicalement différent, non? Parce que l'IA ne crée pas de la magie, elle n'invente pas un savoir de nulle part. Non. Son mécanisme profond, c'est l'agrégation. Voilà. Elle aspire la quasi-totalité des publications scientifiques, des recommandations, des essais cliniques en ligne. Des documents qui, ironiquement, ont été publiés par la communauté scientifique elle-même. C'est incroyable quand on y pense. Ils l'ont fait précisément pour faire avancer le savoir collectif. L'ironie est mordante, oui. L'IA se nourrit de cette générosité scientifique pour ensuite venir bousculer le statut social de cette même communauté. C'est fou. Elle compile ces milliards de données et les restitue non pas sous forme de liens cliquables comme un vieux moteur de recherche. Ouais, ça, c'était l'époque de Google. Voilà. Là, elle le fait sous forme d'une conversation fluide. Elle donne l'illusion parfaite du raisonnement, ce qui transforme un simple accès à l'information en une sorte d'expertise instantanée pour le patient. Pour bien saisir l'amertume que ça peut générer chez un pro, prenons une image en dehors du monde médical. J'aime bien cette analogie. Imaginons un grand chef cuisinier. Très bonne image, oui. Il a passé 20 ans de sa vie dans l'anonymat d'une cuisine, à se brûler les avant-bras, à peaufiner l'équilibre parfait d'une sauce dont lui seul a le secret. C'est toute son identité. C'est sa fierté, son capital inhumain. Et du jour au lendemain, un robot de cuisine en plastique, vendu en supermarché, reproduit cette sauce à la perfection. À la goutte près. À la goutte près, chez n'importe qui, juste parce qu'il a scanné toutes les recettes du monde. La réaction première du chef, ce n'est pas l'émerveillement face à la technologie. Non, c'est un sentiment de dépossession. C'est de crier au vol, en fait.
Exactement, et c'est tellement compréhensible. La réaction viscérale de ce chef, ou du médecin face à l'impression de ChatGPT, c'est un réflexe de survie professionnelle. Pourtant, si l'on inverse la perspective, Oui, l'IA n'est pas un cambrioleur venu voler la recette en pleine nuit. Elle est la manifestation ultime d'une intelligence collective. Le robot ne fait pas d'ombre au chef, il prépare simplement la sauce. d'accord, je vois. L'IA ne s'oppose pas au médecin, elle compile le génie de milliers de ses confrères. Ce qui crée la douleur, c'est cette injonction brutale à sortir d'une zone de confort. Ah ça, c'est toujours douloureux. À chaque fois qu'une technologie banalise une compétence technique, elle force les professionnels à réinventer leur valeur ajoutée. Ce qui nous amène directement au cœur d'une contradiction assez spectaculaire que les sources du symposium mettent en lumière. Il y a un paradoxe monumental en ce moment. Et on l'entend beaucoup dans le discours actuel de la santé. De fou. D'un côté, on a des professionnels qui s'inquiètent de voir l'accès à l'information se banaliser avec l'IA. Mais de l'autre, Depuis des décennies, ils se plaignent du manque de connaissances du grand public. mais c'est ça, le fameux problème de la littératie en santé. Absolument. Pour la définir simplement pour notre auditoire, c'est la capacité d'une personne à trouver, comprendre, évaluer et utiliser les informations pour prendre des décisions sur sa propre santé. Et le système souffre de ça, non? Terriblement. Des traitements sont mal suivis, des mesures de prévention sont ignorées, tout ça parce que l'information n'est pas comprise. Du coup, théoriquement, l'arrivée d'une technologie capable d'expliquer une maladie complexe avec des mots simples, ça devrait être génial, hein. Ça devrait être célébré comme une immense victoire de santé publique. Vulgariser une ordonnance, répondre patiemment à 1000 questions à 3 heures du matin. Un rêve. Et pourtant, quand le patient arrive mieux informé, le premier réflexe, c'est la méfiance. C'est tout le paradoxe. Mais attendez, il faut tout de même jouer l'avocat du diable ici. Un algorithme, ça n'a pas fait 10 ans d'internat. C'est certain. Donner un accès illimité à la plus grande bibliothèque du monde, via un prompt de 5 secondes, c'est pas du tout la même chose que de former un soignant. Obtenir une liste de traitements, c'est pas posséder la compétence clinique pour opérer. Vous touchez du doigt la nuance fondamentale. L'information n'est pas la compétence. Et c'est exactement ce qui permet de dégonfler cette crise existentielle. Comment ça? Le but du partage de connaissances via la machine n'a jamais été de transformer tout le monde en chirurgien. Le symposium rappelle que l'objectif de cette démocratisation, c'est d'élever le niveau du dialogue. Avoir la réponse factuelle n'est pas l'expertise, en somme. Exactement. L'expertise médicale n'a jamais résidé uniquement dans le stockage d'informations dans des neurones. On a longtemps confondu les deux, parce qu'avant, pour soigner, il fallait tout mémoriser. Bah oui, le cerveau du médecin était la seule base de données disponible dans la pièce. Si le médecin ne connaissait pas l'interaction médicamenteuse par cœur, l'information n'existait pas dans le cabinet. Voilà. Aujourd'hui, la base de données est universelle, elle tient dans la poche du patient. Et c'est là que cette plongée devient vraiment fascinante. Si le rôle du cerveau humain n'est plus d'être un disque dur, il faut redéfinir en urgence ce qui sépare le patient armé de ChatGPT du véritable expert humain. Et les participants au symposium ont fourni un cadre de pensée très puissant pour faire ça. Puisque l'accumulation de savoir est déléguée à la machine, la véritable expertise repose dorénavant sur 5 piliers incompressibles. 5 capacités intellectuelles qui redéfinissent le métier. On y va? Allons-y. Le premier pilier, c'est la capacité à trouver l'information pertinente au milieu du bruit algorithmique. Savoir poser la bonne question, en gros. C'est ça, le fameux prompt engineering, mais appliqué à la clinique. Le deuxième pilier, c'est l'interprétation. La machine donne des données brutes, l'expert donne un sens clinique à ces données. D'accord. Et le troisième? Le troisième, il est vital. C'est la critique de l'information. Il faut comprendre comment fonctionne un modèle de langage. C'est un moteur probabiliste. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas la biologie. Pas du tout. Il se contente d'aligner des mots qui ont une forte probabilité statistique d'apparaître ensemble. C'est ce qui provoque les fameuses hallucinations de l'IA. Ah oui, quand elle invente des choses avec un aplomb terrifiant. Exactement. L'expert est là pour détecter cette faille. Ce mécanisme de prédiction change tout, en fait. Si je demande à une IA d'analyser une douleur à la poitrine, elle va faire émerger les mots infarctus ou embolie, parce qu'ils sont statistiquement liés au mot poitrine. L'IA joue au jeu du prochain mot le plus probable. C'est brillant, mais c'est un pur calcul mathématique. Ce qui nous propulse vers le quatrième pilier, La contextualisation. La machine ignore le terrain. L'expert prend l'information générique et la croise avec l'histoire intime du patient. et le dernier pilier. Le cinquième, c'est le sommet de l'expertise humaine. La prise de décision dans l'incertitude. Mais c'est le point clé, ça.
Si l'on rassemble ces 5 piliers trouvés, interprétés, critiqués, contextualisés et décidés, on réalise quelque chose d'incroyable. Quoi donc? Ces étapes correspondent presque mot pour mot à la définition de la littératie en santé dont on parlait il y a 2 minutes. C'est tout à fait ça. L'expert médical et le patient informé utilisent en réalité les mêmes muscles intellectuels, la même grille d'analyse. Mais avec des degrés de complexité et de responsabilité différents, j'imagine. Exactement. L'analogie avec la littératie en santé montre bien qu'il y a un continuum entre le soigné et le soignant. Et ce 5e pilier sur l'incertitude est le rempart absolu de l'humanité du médecin. Parce que la biologie n'est pas une équation linéaire. Loin de là. Le corps humain baigne dans un brouillard de variables génétiques, sociales, psychologiques. La machine déteste le brouillard. Elle calcule des probabilités pour tenter de le dissiper. Et l'humain? L'humain, lui, navigue au milieu de ce brouillard. J'aime beaucoup remplacer l'image du chef cuisinier par une métaphore plus mécanique pour illustrer ça. Pensons au GPS de notre voiture. Ah, très parlant comme image. L'IA médicale aujourd'hui, c'est un système de navigation ultra puissant. Le GPS a téléchargé toutes les cartes topographiques, les sens uniques, les limitations de vitesse. Il est infiniment supérieur à notre mémoire spatiale. C'est indéniable. Sauf que si la route est soudainement inondée ou si un arbre vient tomber, le GPS continuera de répéter avec une voix robotique « Allez tout droit ». Le GPS ne voit pas le monde réel. Et le médecin dans cette histoire? Le médecin, c'est le conducteur derrière le volant. Il utilise la carte algorithmique pour aller plus vite. Mais c'est lui qui regarde la route à travers le pare-brise. C'est lui qui voit l'angoisse dans le regard du patient, qui donne le coup de volant nécessaire. La métaphore du conducteur est parfaite pour comprendre la gestion de l'incertitude. La machine calcule l'itinéraire idéal en théorie, l'humain assume le trajet dans la réalité. C'est beau dit comme ça. La vraie différence se niche là, dans cette zone d'ombre où les protocoles rigides s'arrêtent et où le jugement clinique intuitif et l'empathie prennent le relais. Un diagnostic n'est qu'une hypothèse tant qu'il n'a pas rencontré un individu singulier. Sachant que l'expertise s'est déplacée vers cette gestion de l'incertitude, une question redoutable s'impose. Comment réagir face à ce tsunami technologique? Une partie du corps médical peut-elle construire un barrage pour empêcher l'eau de passer? Fabrice Muhlenbach, lors du symposium, a convoqué une référence qui coupe court à tout espoir de barrage, la victoire de l'IA au jeu de Go. Ah oui, le fameux match contre Lee Sedol. Exactement. Quand les algorithmes ont écrasé les champions humains sur un jeu de pure analyse combinatoire, la leçon était claire. Lutter frontalement sur le terrain de la mémoire pure, c'est une bataille perdue d'avance. On ne peut pas rivaliser en termes de calcul. Est impossible. Les technologies de l'information ne reculent jamais, on ne désinvente pas l'imprimerie, on n'éteint pas Internet et on ne débranchera pas l'IA. Donc se crisper sur une posture défensive, interdire aux patients d'utiliser ChatGPT. Ça relève d'une nostalgie complètement stérile. Construire un mur de sable face à la marée n'a jamais été une stratégie viable. Il faut apprendre à surfer la vague, quoi. Le véritable professionnalisme aujourd'hui, c'est l'appropriation. C'est s'emparer du GPS. C'est tester ces algorithmes en situation réelle, les confronter aux dossiers complexes. Comprendre là où ils sont brillants et là où ils deviennent dangereux. Voilà. C'est en devenant le critique le plus féroce et le plus éclairé de l'outil que l'expert garantit sa légitimité. Ce qui nous amène à la conclusion, sans doute la plus percutante de toute la synthèse de Gilles Besson que nous explorons aujourd'hui. C'est une réflexion qui remet vraiment les pendules à l'heure. Complètement. Le grand récit anxiogène, celui qu'on entend partout, c'est l'IA va finir par remplacer les médecins. Mais les experts du symposium renversent complètement cette peur. Oui, le vrai danger, ce n'est pas le remplacement de l'homme par la machine. C'est quoi alors? Le risque implacable, c'est que les médecins qui maîtrisent l'IA remplacent purement et simplement les médecins qui la refusent. L'écart de performance va devenir abyssal. Ah ouais. Imaginons un pro de santé qui utilise un assistant virtuel pour faire la revue de la littérature mondiale sur un cas rare en 10 secondes. Pour structurer ses comptes rendus, pour vérifier les interactions de 30 molécules. Son temps de cerveau disponible est libéré pour ce qui compte vraiment en fait. Écouter la personne, observer les signes subtils. Ce médecin, dit augmenté, va creuser un fossé insondable d'efficacité avec son confrère réfractaire qui continuera de s'appuyer uniquement sur son encyclopédie papier. Donc la ligne de fracture ne sépare plus l'humanité de la technologie, elle traverse la profession médicale de part en part. C'est exactement ça. Et si l'on projette ce scénario à l'échelle de la société tout entière, les conséquences donnent le vertige. Pourquoi? C'est le véritable enjeu de santé publique derrière la technologie. Si cette médecine augmentée n'est pas enseignée collectivement, nous allons vers une révolution anarchique.
Une médecine à deux vitesses? D'une violence inouïe. D'un côté, des pôles d'excellence où l'intuition s'hybride avec l'IA. De l'autre, des déserts technologiques où les patients auront droit à la médecine du siècle dernier. Dans un système qui craque déjà sous le poids des déserts médicaux, cette fracture pourrait être le coup de grâce de l'égalité d'accès aux soins. C'est le grand péril qu'il faut éviter. C'est fascinant de voir comment une question qui semble purement technique au départ, que faire de ce diagnostic imprimé de 10 pages, finit par toucher aux fondations même de notre contrat social. Oui, on touche au cœur du métier. Il est temps de rassembler les pièces du puzzle de cette plongée vertigineuse. Pour quiconque nous écoute aujourd'hui et s'assoit dans une salle d'attente, il faut avoir conscience que la musique a changé. Le piédestal du sachant absolu s'est effondré. Et ce n'est pas une tragédie, c'est une immense opportunité. La valeur d'un thérapeute ne se mesurera plus à sa capacité à réciter le dictionnaire. On ira chercher son humanité brute, sa rigueur pour auditer la machine et sa chaleur humaine. Et si l'on pousse la logique de ces sources jusqu'à son point de rupture, cela soulève une ultime provocation à méditer pour notre auditoire. Je vous écoute. Si l'expertise médicale contemporaine n'est plus du tout une question d'accès à l'information, mais qu'elle réside entièrement dans cette agilité critique pour déjouer les failles algorithmiques. Ouais. Pourquoi les facultés de médecine s'acharnent-elles encore aujourd'hui à sélectionner leurs étudiants sur des concours basés sur la mémorisation intensive ? Ah, c'est une excellente question, ça. Ne devrait-on pas, dès demain, renverser la table des examens, abolir le par cœur et asseoir les futurs médecins face à des diagnostics générés par des IA volontairement truqués, bourrés de biais, pour tester leur seule vraie compétence d'avenir, leur esprit critique face à la machine ? Une perspective qui donne sacrément envie de voir à quoi ressembleront les bancs des universités dans 5 ans. Alors, la prochaine fois qu'un patient passera la porte avec un dossier ChatGPT, le soignant n'aura plus besoin de laisser s'installer ce pesant silence. Il pourra regarder ses 10 pages, sourire et commencer une toute nouvelle conversation. Un passionnant brouillon pour l'avenir. Merci d'avoir suivi cette exploration au cœur de la médecine de demain. Gardez toujours votre esprit critique en éveil et à très vite pour une nouvelle plongée.